fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie de Monsieur Vincent Lemire. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je suis très impressionné parce que vous avez écrit une histoire de Jérusalem aux arènes BD avec un illustrateur, Christophe Gauthier. Et Jérusalem, c'est une ville, allez, je dis pas qu'on en parle tous les jours, mais enfin quand même, ça a une place énorme, Jérusalem. Oui, mais il n'y avait pas d'histoire de Jérusalem en bande dessinée. Et j'en parle d'autant plus tranquillement que c'était pas mon idée, c'est l'idée de l'éditeur Laurent Muller des Arènes. Moi j'ai fait, c'est mon 9e livre sur l'histoire de Jérusalem. J'ai traité. Vous êtes un homme sérieux, comme on dit. Bah oui, je suis un historien académique, quoi. Et pourtant, j'aime beaucoup la BD. Évidemment, c'était une idée géniale parce qu'en fait, ça va permettre de toucher évidemment d'abord un beaucoup plus large public. Je pense que c'est une BD qui est faite pour les 8-88 ans, pour des croyants ou des non-croyants, pour des chrétiens ou pour des gens de culture juive ou de culture musulmane. On a vraiment voulu s'adresser à tout le monde. Et puis, au-delà du public visé, moi, je pensais bien connaître l'histoire de cette ville. Je me disais, je vais surtout avoir un problème pour sélectionner les éléments importants. Et en fait, non, j'avais pas ce qu'il me fallait parce que j'ai voulu raconter ça avec vraiment des scènes, des personnages et des dialogues. Donc j'ai été chercher dans toutes les sources la manière d'incarner cette histoire. Parce que cette ville, beaucoup de gens ont dit qu'elle leur appartenait. Et je veux dire, même ceux qui l'ont fondée, ils disaient, bon, bah, c'est notre ville, mais en fait, depuis lors, elle a passé de main, elle a vu passer toute une série de gouvernements. Donc, le moins qu'on peut se dire, c'est que si vous écrivez une histoire de Jérusalem, c'est un fameux défi. Ah ben, si ça avait jamais été fait, c'est sans doute qu'effectivement c'était un sacré défi. Moi, je pensais que ça me prendrait 6 mois, honnêtement. D'ailleurs, mon éditeur aussi. Je me disais voilà, je vais piocher dans mes livres de quoi faire une BD, et ça m'a pris pratiquement 6 ans. Donc, vous voyez l'écart, il est là. Encore une fois, de documentation, de sélection et d'arriver à faire cet effort de simplification, mais sans jamais rien abdiquer de la complexité et de la rigueur historique. C'est pour ça que dans cette BD, tous les dialogues, 95% des dialogues, on va dire, sont sourcés. C'est-à-dire qu'à la fin, le lecteur va trouver une petite astérix et en bas de page, il va voir que c'est Eusèbe de Césarée, la vie de Constantin, ou c'est la correspondance entre Théodore Herzl et Youssef Khalidi, voilà, ou c'est tel chroniqueur des croisades. Bon, donc tout est sourcé, et ça, évidemment, c'est beaucoup plus long. En même temps, quelqu'un qui connaît bien la ville, qui a fait des pèlerinages, etc., découvre quand même que l'histoire de cette ville est bien plus riche que tout ce qu'on a pu voir, je dirais, justement, dans les guides touristiques. Il y a une puissance dans cette ville qui dépasse un peu tout ce que les gens ont pu lire. En fait, la puissance de cette ville, ce sont ses lieux. Le sujet de ce livre, c'est vraiment une histoire de Jérusalem. Donc c'est l'histoire d'un lieu, et c'est l'histoire des lieux saints, ou plutôt des lieux sanctifiés, sanctuarisés, parce qu'il n'y a pas de lieu saint ex nihilo. Ce sont les hommes qui ont construit ces lieux par leurs croyances, par leurs prières, par des investissements, par de l'architecture, voilà. Et des combats, il faut le dire, il y en a eu un paquet. Ah oui, ils se sont effectivement beaucoup. Il y a une forte compétition. Et parfois, ça peut être terrible. L'épisode des croisades est un épisode absolument terrible. Et quand on le représente en BD, c'est encore pire parce que on est bien obligé de dessiner ce qui a été raconté par les chroniqueurs croisés eux-mêmes. Donc, en fait, ce qui ne bouge pas dans cette histoire, ce sont les lieux. Et notamment le Mont des Oliviers, et notre narrateur, c'est Olivier, qui regarde cette histoire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, mais une certaine distance aussi, parce que voilà, il en a vu passer des conquérants. Oui, justement, Vincent, moi ça m'a étonné aussi. Vous ne prenez pas, je dirais, que le côté des
des personnages importants, il y a des gens, je dirais, qui nous ressemblent, enfin qui font partie du commun des mortels. Ben oui, Jérusalem est une ville sainte, mais même pour accueillir des pèlerins et les soigner et les loger et les enterrer s'ils viennent à mourir, il faut une ville profane, il faut des hôtels, il faut de la nourriture, il y a tout un... Ils gravent parfois sur les murs, j'ai vu les gens gravent des trucs sur les pierres. Bien sûr, parce que jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique tout à fait tolérée et même normale, quoi. Alors on essayait dans le fameux guide de Félix Fabry, on leur dit oui, essayez de pas graver, essayez de pas arracher des branches d'olivier, essayez de pas ramener des reliques sauvages un petit peu chez vous. Mais si on le répétait tant que ça, c'est que tout le monde le faisait. Hein. Ouais. Alors Vincent aussi, évidemment, quelqu'un qui irait aujourd'hui à Jérusalem, est-ce qu'il devrait lire votre livre avant ou après ? Ça, c'est une bonne question. Je pense... Franchement, alors c'est l'avis des lecteurs. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit, moi j'ai été 10 fois, 20 fois, 30 fois à Jérusalem. J'ai lu beaucoup de choses. Ben là, ça m'aide en fait à remettre un peu mes idées en ordre. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit, je n'ai jamais été à Jérusalem, mais j'ai toujours voulu y aller. Et ce livre je crois, va me permettre de mieux me guider dans cet imbroglio et et un petit peu voilà, parfois ce qui peut ressembler à un fatras presque illisible et presque incompréhensible. Donc je pense qu'il y a plein de façons de lire cette BD, peut-être de la relire. C'est une dizaine de chapitres qui font 25 pages, hein, c'est pas non plus impossible à affronter. Je crois que ça se lit en 4-5 heures, hein, si j'en crois les lecteurs autour de moi. Honnêtement, on ne doit pas prendre les chapitres en ordre chronologique. Hein. Je veux dire, on peut en lire. On peut se trouver à un endroit qui est de l'époque de l'époque des croisades, et puis 20 mètres plus loin, on est à une autre époque. Donc ça veut dire votre album, on peut le lire, je dirais, selon l'endroit où on est. Ouais, il y a des cartes aussi régulières. Il y a une carte au début qui permet un petit peu de se repérer. Il y a une chronologie à la fin. Il y a une bibliographie. Voilà, normalement c'est un objet qui est pensé pour être un accompagnateur et qui permet de rendre cette histoire plus familière. Alors Vincent, je le demande toujours, hein, en fait, vous avez été très sérieux en parlant de l'histoire de Jérusalem, mais quand on lit ce livre, on voit la passion quand même. Est-ce qu'on peut être à la fois un historien sérieux et en même temps avoir de la passion ? Oui, il faut, c'est le désir, la passion, l'excitation, quel que soit le mot qu'on met là-dessus. On peut pas travailler tant d'années sur un objet si on ne travaille qu'avec la froide rigueur de la science. De toute façon, on est également, on est poreux aux passions de ses contemporains. Donc Jérusalem, c'est une ville de passion. Quand moi je travaille à Jérusalem, je suis aussi confronté à des gens qui viennent y prier, qui sont parfois un petit peu perchés ou un petit peu. On peut pas rester complètement froid. Ce qu'il faut, c'est garder du point de vue du récit factuel une rigueur méthodologique et puis rester équilibré dans la façon dont on présente les choses. Parce que vous prenez pas parti. Enfin, vous dites pas je suis de ce camp-là ou de ce camp-là. Quelqu'un qui aujourd'hui verrait la ville et lit votre livre, il va pas décider que c'est ce camp-là qui, je dirais, a raison d'occuper la ville. Ben, je vous remercie parce que je pense que c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse faire à un historien. Moi, je considère que un historien doit informer, doit éclairer ses lecteurs. Il doit pas s'enfermer dans telle ou telle partie. Là, je me rends compte qu'effectivement, cette bande dessinée, elle est accueillie avec bienveillance par des lecteurs juifs, par des lecteurs musulmans, par des lecteurs chrétiens, par des croyants ou des non-croyants. Donc c'était le but, parce que je crois que l'histoire de Jérusalem appartient en fait à toute l'humanité. Je veux dire, les trois monothéismes, ça réunit quand même à peu près 65% de l'humanité aujourd'hui. Des croyants, des moins croyants, des observants, des moins observants. Mais donc c'est une histoire universelle, hein, j'ose ce gros mot. Et donc
donc, on peut pas, enfin, ce serait ridicule que Vincent Lemire prenne parti, que je veux dire, à la limite, ça n'a pas de grand intérêt. Vous savez qu'il y en a d'autres qui ont pris parti. Oui, ils doivent s'imaginer que leur avis vaut quelque chose à côté de l'histoire de Jérusalem. Moi, voilà, c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu effacé derrière mon Olivier narrateur, qui nous a précédés, qui a vécu 4000 ans, qui nous survivra, qui accompagnera Jérusalem dans une histoire qui nous échappe. Alors, le problème avec le mot Jérusalem, c'est que la taille de la ville a quand même changé avec le temps, entre la petite colline et puis ce que les croisés en ont fait, et puis le Mont Sillon, et puis ce que d'autres en ont fait. Et puis parlons pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça s'est étendu très fort. Comment est-ce que vous arrivez à continuer à dire c'est Jérusalem alors que la taille de la ville a changé tellement? Oui, vous avez raison. Bah alors là encore, je reviens à mon narrateur, mon Olivier. Il est bien posté, bien campé, bien enraciné au sommet du Mont des Oliviers. Donc lui, il a un point fixe, et puis il a, comme vous le savez, une vue plongeante sur la ville. Donc il la voit évoluer, il la voit partir un peu plus vers le sud, un peu plus vers le nord. Jérusalem, c'est quelques milliers d'habitants à l'époque biblique, c'est 10-15 000 habitants au 19e siècle, et c'est 1 million d'habitants aujourd'hui. Donc effectivement, par contre, ce qui ne change pas, c'est à peu près la position des murailles. Ce qui ne change pas, c'est cette acropole qu'on appelle aujourd'hui Esplanade des Mosquées, Mont du Temple, qui a toujours été du côté est de la ville, où on a sans doute depuis l'origine fait des sacrifices qui ont tendu petit à petit à arriver vers des cultes monothéistes. Ce qui ne change pas, c'est que sur le Mont des Oliviers, on y a toujours situé, quelle que soit sa religion, tous les récits apocalyptiques et le jugement dernier, ça sera toujours sur le Mont des Oliviers. Et puis ce qui ne change pas, c'est que derrière le Mont des Oliviers, il y a le désert, et on sait bien que les prophéties arrivent toujours par le désert, et que même les prophètes parfois ont besoin d'aller se ressourcer dans le silence du désert. Donc la géographie, la topographie, le relief, le climat ne changent pas. En automne, on fait toujours la cueillette des olives. C'est pour ça que le chapitre sur la conquête de Saladin, on sait que Saladin a pris Jérusalem en octobre 1187, ça c'est parfaitement attesté. Donc je me suis dit, mais après tout, octobre, c'est la cueillette des olives. Donc la scène que je présente avec une famille qui est en train de cueillir les olives et puis Saladin qui discute avec ses généraux pour savoir s'il va prendre Jérusalem de vive force ou pas, c'est pas une scène imaginaire. Il est certain que les habitants de Jérusalem étaient en train de faire la cueillette des olives quand Saladin s'est emparé de la ville. C'est toujours cet effort de croiser la grande histoire et les petites histoires, en fait l'histoire tout court des habitants de Jérusalem. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de lire cette histoire de Jérusalem par Vincent Lemire avec l'illustrateur Christophe Gauthier, parce qu'évidemment, surtout si vous êtes, je dirais, proche de la Bible, ou en tout cas que vous connaissez ces histoires, c'est tout à fait passionnant. On va en reparler bientôt. Merci Vincent Lemire, à bientôt. Merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.